Quintero, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter ce mot à mot. À Biarritz, festival Amérique latine, culture et cinéma, bien sûr. Votre cinéma à vous est documentaire, Homo botanicus. Ça parle de plantes, mais je dirais qu'avant tout, ça parle de conditions humaines et de questions existentielles. Alors, on va parler des plantes dans une seconde, mais vous, comme plante, s'il fallait vous décrire aussi minutieusement que le font à propos des plantes qu'il recense Julio et Christiane dans votre film, que diriez-vous avec les virgules au bon endroit, les mots éplés correctement entre les virgules? Qui êtes-vous? Je dirais que moi je suis une plante voluble, une plante voluble et plastique une plante qui change. En fait, moi j'ai fait une formation de scientifique, j'ai une formation de scientifique, j'ai fait des études de biologie à Bogota, à l'Université nationale de Colombie, il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, et donc à ce moment-là je pensais que j'allais suivre la voie de la botanique, la voie de la science, mais petit à petit je me suis éloigné, et donc c'est pour ça que quand j'ai dit une plante flexible, c'est-à-dire une plante qui traîne un peu par terre, qui après monte sur un arbre. Moi j'aime bien les changements, j'aime bien changer, j'aime bien me poser des questions et puis aller sur d'autres endroits et d'autres horizons pour comprendre d'autres façons de penser. Le deuxième mot c'est documentaire. Si je mets une virgule à cet endroit-là, je mets documentariste. Avec cet outil-là, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je commence à peine à faire des documentaires, Ouais. ça c'est mon premier film. Ouais. Mais l'histoire personnelle m'a amené à faire ces films. En fait, mon histoire, là je parlais donc de mes études à Bogota en biologie. Quand j'ai fini ces études, je suis parti, je suis venu en France et je me suis rapproché de la philosophie de la science. Et petit à petit, avec le temps, la perspective de la distance et du temps, et j'ai repris du recul et j'ai commencé à ressentir une nostalgie très forte de ce passé d'étudiant de biologie. Et donc, petit à petit, je suis devenu aussi un documentariste, c'est-à-dire que j'ai fait ça comme une sorte de reconstruction de ma vie professionnelle et personnelle, et tout d'un coup, à un moment donné, c'était une évidence que je voulais retourner et que je voulais enregistrer ou faire un documentaire sur ces sujets-là qui me tenaient à cœur. Le mot suivant, puisqu'on est dans un mot à mot, le mot suivant est contresens. Ce serait un contresens absolu de penser que votre film est un documentaire sur la botanique. On va le voir, ça parle beaucoup de plantes dans votre film, mais ça parle aussi de philosophie, de poésie. On apprend énormément de vocabulaire. Mais pourquoi y aurait-il contresens à penser que c'est un film sur la botanique ou sur la question du recensement des espèces de plantes? Parce que c'est surtout un film qui parle, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, de la condition humaine et surtout de la relation entre un maître et son disciple, la relation d'apprentissage. Julio, qui est le maître, et Christian, le botaniste, qui Christian qui est son élève, et son apprenti. Qui ne sait pas tout écrire d'ailleurs. Ouais. Et c'est un film qui part surtout de cette relation très forte. Et via cette relation, le film parle aussi de la passion des hommes pour la nature, la passion pour les plantes, les fleurs, et aussi l'obsession de l'homme moderne de classifier, de comprendre et de décrire la nature. Et là, la classification est gigantesque, puisqu'il y a des dizaines d'espèces qui n'ont pas été découvertes. Alors, quels sont vos chiffres à vous, puisque les experts divergent? On estime qu'il y aurait entre 8 et 12 millions d'espèces encore à découvrir, qu'un peu moins de 2 millions d'espèces auraient été recensées jusqu'à présent, espèces animales ou espèces de plantes. Et il y a eu un rapport de l'ONU
juste avant cet été 2019, en disant que la disparition des espèces, toutes tendances confondues, si j'ose dire, c'est-à-dire animaux et plantes, à cause de l'Anthropocène, à cause de la main humaine, s'accélère, cette disparition, elle s'accélère. Et j'avais noté que 8 à 12 000 espèces actuellement disparaissent par an. Moi, je ne connais pas complètement les chiffres, mais oui, je suis certain, je suis sûr qu'il y a des espèces qui disparaissent tous les ans. Et il y a peut-être des espèces qui sont en train de naître aussi, mais on ne le sait pas. On ne connaît pas exactement le moment précis où une espèce vient de naître. Et il y a des espèces qui peuvent disparaître avant d'avoir été répertoriées. Donc, bien sûr. Ouais. Il y a 18 000 recensements par an d'espèces nouvelles. Enfin, voilà. On va regarder la bande-annonce de votre film. Et je précise encore une fois que même si le sujet, c'est la botanique, on va voir qu'il y a des ramifications, des rhizomes partout qui vont vers la condition humaine ou la transmission. Extrait. Desde hace 13 años que no veía al profesor Julio Betancourt. Como Christian, yo también fui su alumno y pude ser un botánico dedicado. Pero ante la naturaleza, ese jardín infinito, siempre me he preguntado si creo en la ciencia y en su manera de ver el mundo. Si creo en la botánica y en la clasificación infinita de plantas. Encontrar una especie en un lugar o una región geográfica que no esperabas encontrarla, o no sé, una variación, o simplemente encontrarla. Creo que solo encontrarla, pues es. Ya, va a bajar la orquídea, ya, es que está detrás del... Una para que no lo coman las hormigas, hombre. Es que no sé dónde arrancar. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están buenas? Sí, completas. Perfectas. Suficiente. Qualité cinématographique. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir cette qualité d'image-là et cette qualité de récit dans votre film? Comment est-ce que vous avez travaillé à la fois l'image et le récit? Pour moi, depuis les débuts du projet, moi je voulais faire un film avec une forte vocation cinématographique. Je ne voulais pas faire un film pour la télé, et parce que je voulais amener les spectateurs aussi lors de ces voyages dans l'Amazonie, dans les Andes, les accompagner Julio et Christian, et moi, comme narrateur. Et c'était important d'avoir une forte sensation, et ça, il n'y a que le langage cinématographique qui peut le faire. Et donc, depuis le début du projet, c'était très clair pour moi, on allait partir sur cette voie. Alors, vous parlez des espèces de cette manière de classifier, et je disais au début de cet entretien qu'il était question de conditions humaines. Alors, vous citez Schopenhauer, vous citez Barthes, Julio et Christian parfois disent des gros mots, ils utilisent un 4x4. Il y a des espèces animales qui regardent ces deux crétins en train de découper des plantes, qui est une forme de regard de l'autre espèce sur ce que font ces deux botanistes. Et la question dans votre commentaire, c'est cette espèce de délire d'exactitude. Il y a ce que vous dites, vous, qui est un délire d'exactitude et qui renvoie
à ce qu'on appelle la libido sciendi, ce désir de savoir, comme il y a le désir de pouvoir et les désirs de sentiment. Hein. Mais pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a délire de savoir? Ça, c'est un peu la critique amoureuse que j'ai de la science. Il n'y a pas que moi qui a cette critique, en fait. Et c'est parce que les scientifiques positivistes, il est toujours en train de reconstituer un modèle qui se rapproche de plus en plus à la réalité. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et donc l'image de la carte faite par des cartographes dans un royaume perdu, est idéale pour montrer ça, parce que c'est une image qui a été inventée par Lewis Carroll, qui a été reprise par Borges. Et c'est ces cartographes qui veulent construire cette carte la plus précise possible. Et donc à chaque fois, ils agrandissent la carte. C'est la question de la levure. Ouais. Hein, et donc, cette idée de la levure qui gonfle. À un moment donné, ils disent bon, la carte la plus précise, c'est une carte de la même taille que les territoires. Et donc ça, c'est l'image du territoire. C'est le territoire lui-même qui est la carte idéale du territoire. Mais c'est une carte absurde, inutile, effrayante, terrible. Et donc la science, à chaque fois, elle essaye de reconstruire des modèles qui se rapprochent de plus en plus à la réalité. Et le recensement des plantes, les recensements des espèces, c'est aussi une façon de faire cette carte. Parce que si vous prenez par exemple l'herbier qui est une archive des plantes qui date d'il y a longtemps, la vocation de l'herbier, c'est de représenter la forêt elle-même dans le temps et dans l'espace. Et plus des feuillets, plus des plantes sont représentées dans cette archive, plus la carte va être précise. Alors ce qui est étonnant en même temps, puisque vous êtes, vous, le botaniste perdu en chemin, je reprends un moment de votre commentaire, c'est l'amour qui est utilisé pour décrire ces plantes systématiquement tout au long de la marche de Julio et Christiane. C'est-à-dire que je notais que par exemple les plantes sont élues, vous parlez d'amants, d'amis, d'êtres étranges. Donc il y a là quelque chose qui se dit d'une sexualité, en tout cas du désir. C'est étonnant, en même temps vous n'êtes pas guéri de ça. Pour être botaniste ou pour être naturaliste, on doit être amoureux de la nature, amoureux des espèces, amoureux d'une espèce en particulier, d'une famille en particulier. Julio, c'est les bromélias, Christiane, c'est les orchidées. Et donc, c'est très important cette question de la vocation de l'amour. Et moi, en tant que botaniste raté, botaniste à mi-chemin, je me rends compte que je n'avais pas cet amour, que je n'avais pas cette passion. Mais je suis très content de retrouver des gens qui aient cette espèce de passion, comme Christiane et Julio d'ailleurs. Même si on dit de Christiane que c'est un orchidiote. Oui. Un orchidio. Orchidio, c'est une façon très, à la fois humoristique et très amoureuse aussi d'appeler les gens qui sont complètement fous, passionnés par les orchidées. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une pointe de philosophie chez vous. Vous êtes colombien, vous vivez à Bogota. On est dans un monde, qui est victime d'un effondrement écologique. On est à peine en train de s'en rendre compte. Et votre film donne une belle envie de la nature, même s'il y a des délire parfois. Comment est-ce que le botaniste raté que vous êtes, ou en tout cas à peine guéri que vous êtes, quel regard de documentariste vous jetez sur ce monde-là? Parce que la forêt que vous nous proposez n'est pas abîmée par les bulldozers, elle n'est pas détruite par le feu. Donc là aussi, il y a peut-être un risque que votre film nous donne une image de nature protégée, ou qui donne toujours envie de la connaître. Alors ça, oui, pour les botanistes, mais cette nature si belle dans votre film est quand même, par ailleurs, extrêmement abîmée. Oui, c'est-à-dire, moi je voulais montrer un peu l'image de ce paradis perdu, de ce paradis tropical,
la jungle, l'exubérance de la jungle. Mais dans les films, il y a aussi un côté très nostalgique, parce qu'après, on le montre dans les archives. Il y a Christian lui-même qui l'a dit, c'est très nostalgique ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'on est en train de recenser cette forêt qui demain va disparaître. Et là, il y a une image très forte pour ces hommes, et que moi j'aime bien aussi souligner, c'est eux, ils sont en train d'écrire l'histoire ou la mémoire de la forêt. Julio, par exemple, dans l'herbier, quand il m'a montré une plante qui a été collectée par José Celestino Mutis à la fin du XVIIIe siècle, et il me disait que cette plante existait dans cette forêt-là, à côté de Bogota. Maintenant, dans cette forêt-là, il n'y a que des pins et des eucalyptus qui ont été importés. Et donc, grâce à cette collecte d'il y a plus de 2 siècles, on sait et on connaît que cette plante a existé et qu'elle était là. Et donc, si un jour on veut reconstituer cette forêt, c'est très important d'avoir aussi cette donnée-là. Et l'image que moi, par exemple, j'ai fait de la nature, elle est très influencée aussi par l'image romantique des Allemands, de Humboldt, de Schiller, de Goethe, ils étaient tous amis. Et par exemple, Humboldt, il disait que pour être un bon scientifique, ou en tout cas pour comprendre la nature, il fallait avoir deux côtés bien développés. Le côté rationnel, scientifique, pour analyser la nature, et le côté passionnel, sentimental. Et moi, en fait, j'ai parti aussi sur cette base pour faire Homo botanicus, parce qu'il y a ce côté rationnel qui veut faire la carte, mais il y a aussi ce côté amour passionnel fort qui vient de l'estomac, des entrailles. Et alors, votre film a une qualité aussi, il est extrêmement pédagogique. Donc, vous citiez tout à l'heure Celestino Mutis, c'est en 1783 qui fait ses premiers repérages. On apprend dans votre film aussi qu'un moine de je ne sais plus quel siècle a commencé à recenser les plantes urticantes. Et pourquoi a-t-il commencé à recenser les plantes urticantes? Parce que c'était les aveugles qui pouvaient... Bon voilà, on apprend ceci. Au-delà de tous les mots de vocabulaire, on les verra sur le site desmotsdeminuit.fr. Dernier aspect des choses dans votre film, c'est la question de la transmission. C'est la question du maître et de l'élève. Pourquoi est-ce que c'est à ce point important? Et d'ailleurs, le maître et l'élève, vous signalez au début de votre film que Julio a toujours cette écharpe, qui est une espèce de marqueur de son identité. Et on voit que l'élève aussi se met aussi une écharpe autour du cou. Mais au-delà de l'anecdote, la question de la transmission. La question de la transmission, c'est un point central dans la tradition botanique. Qui est né justement en Colombie avec l'expédition botanique menée par José Celestino Mutis, qui a été mandaté par la couronne à ce moment-là. Et les botanistes, comme les zoologistes, comme les gens qui étudient l'histoire de la nature, ils cultivent toujours cette espèce de... Ce qu'on appelle un compagnonnage. Oui, ils cultivent toujours cette espèce de compagnonnage. Ouais. Et c'est très important pour eux parce qu'à un moment de leur vie, ils savent qu'ils vont partir. Et donc, c'est un moment de laisser aussi cet héritage. Et c'est un lien qui est très fort parce que quand vous êtes mathématicien ou chimiste ou cinéaste, ce lien, il existe. Il existe et il se forge dans des conditions différentes. Quand vous êtes botaniste, il se forge dans la forêt, dans la jungle, dans les quotidiens de la jungle. Donc, si vous êtes mon maître botaniste, on va dormir dans la même tente, je vais sentir toutes vos odeurs. Et donc, c'est un lien qui se développe très rapidement et qui est très fort. Julio, par exemple, il dit... C'est vrai que Julio et Christian boivent du rhum ensemble, remplissent des carnets ensemble, etc. Ouais. Et c'est un lien qui se développe très très rapidement. Et Julio, par exemple, lui-même, il l'a dit, mon épouse, c'est la botanique, et mes enfants, c'est mes élèves. Et il a une famille d'enfants, il a une famille, d'élèves, qu'on appelle la famille académique 227, juste parce que 227, c'est le nombre de son bureau à l'Institut national des sciences naturelles à Bogota.
En fait, vous êtes encore amoureux, donc. Un peu, oui. Des plantes, dois-je dire. Hein. Pour conclure cette conversation, Guillermo, quel est votre mot de minuit? Bah là, je dirais nature. Je suis presque obligé de le dire parce que la nature, en fait, englobe tous les concepts, tout ce qu'on vient de dire. Et pour moi, en fait, c'est les mots qui me frappent le plus, pas à minuit nécessairement, mais en ces moments, en tout cas, avec la sortie du film, avec tous les processus que j'ai vécu avec le film. Vous êtes donc encore un Homo botanicus. Merci Guillermo. Merci, merci beaucoup. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance.